qu'on y fait? On fait beaucoup d'entraînement. Une demi-heure, donc une précise par serratrice, et le reste de la journée, c'est les corvées. Donc chercher de l'eau, chercher de la nourriture. Donc l'aller-retour jusqu'au village d'Autron, ça prend facilement la journée. Donc là, c'est une carte, mais elle n'est peut-être pas assez lisible, mais vous voyez tous les points bleus. Chaque point bleu, c'est un camp. Il y en a énormément parce qu'en fait, ils étaient mobiles. Donc le camp C3, par exemple, de Gênes, il a été à plusieurs endroits différents. Le fameux tunnel de Sassenage, qui se situe donc au tout début des gorges d'Engin, à l'endroit où il y a les fouilles archéologiques de la Grande Rivoire. Alors avant d'attaquer la partie sur le Vercors, la mobilisation qui fait suite au débarquement du 6 juin, on va quand même parler brièvement des plans stratégiques pour bien comprendre le fonctionnement, enfin la place du Vercors dans l'histoire générale de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Anglais, eux, ils ont, notamment Churchill, pour stratégie de reconquérir l'Europe en passant par l'Italie. Et donc d'entrer en France en passant par l'école italienne. Et donc le Vercors a une utilité forcément puisqu'il commande la route de Grenoble qui va sur l'Italie. Donc le plan Montpagnard a un intérêt pour les Anglais. Les Américains, eux, sont favorables plutôt au débarquement en Normandie et en zone sud. Pour la zone sud, on l'a vu effectivement, le Vercors a un intérêt. Mais il y a encore un troisième plan. Eh oui, il fallait le plan français. De Gaulle, lui, c'est le plan Caïman. L'idée, c'est d'utiliser le Massif central, donc un débarquement par troupes aéroportées, et la France devait se libérer de par elle-même. Et dans ce plan-là, le Vercors, il a un rôle assez marginal, on va dire. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à parachuter des troupes sur le Vercors si on utilise le plan Caïman. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens aéroportés, c'est les Américains qui les ont, et c'est donc eux qui commandent. Donc, le plan de libération de la France par elle-même a quand même une probabilité assez faible d'être réalisé au moment où tous ces plans sont élaborés en 1942-1943. Donc, le Vercors a un intérêt pour les Américains et pour les Anglais qui en ont connaissance de ce plan. Revenons au 6 juin, donc le débarquement. Très tôt le matin, et dès midi, le maquis est déjà informé qu'il y a eu un débarquement. Donc c'est une euphorie qui règne sur Grenoble et sur les maquis. Le 9 juin, c'est la mobilisation. J'ai juste oublié de vous préciser un point, c'est que pendant très longtemps, on a attendu les débarquements. À partir de début 1943, les maquis se constituent, les effectifs commencent à grossir, et on attend impatiemment qu'il y ait un débarquement. Le débarquement ne vient pas, puisqu'en 1943, il n'y a pas assez de matériel. Donc les Américains reportent. Par contre, il y a le débarquement en Sicile. Donc on s'attend dans le maquis à ce qu'il se passe quelque chose en 1943, on est impatient. Le début de l'année 1944 commence à se présenter. Les Allemands mènent déjà plusieurs attaques sur Malval, sur Bassieux, sur La Chapelle. Donc dans la première partie de l'année, il y a déjà des attaques qui se produisent. Les personnes sont assez impatientes. Il y a des groupes qui commettent des attaques début de l'année. En janvier, sur Malval, c'est un groupe un peu autonome qui va assassiner un dignitaire allemand. Naturellement, ça génère des représailles inutiles sur la population. Donc il y a déjà un précédent de répression sur un village dans le Vercors, début de l'année 1944. Le mois de juin, le mois de mai se profile. Eugène Chavant, le chef civil, ne reçoit plus aucune instruction. Pierre Dalloz est allé à Alger, à Londres, pour parler du plan Montagnard. Delestrin, Jean Moulin ont été arrêtés. Donc en fait, il n'y a plus aucun lien entre le Vercors et les forces françaises libres. Les seuls liens qu'il pouvait y avoir via Jean Moulin ont complètement disparu. Pierre Dalloz essaye vainement de les rétablir. Et puis il s'aperçoit qu'en fait, plus personne ne s'intéresse à son plan montagnard, tout simplement parce que De Gaulle a cet autre plan, le plan Caïman. Chavant va à Alger, il lui
confirmer que le plan montagnard va être réalisé. Donc on lui annonce qu'il va y avoir à minima 2500 parachutistes qui vont tomber sur le Vercors. Donc il rentre fin mai, début juin, dans l'idée que les troupes vont enfin arriver, puisque les maquisards ont eu très peu de parachutage, la plupart ne sont pas armés, ou alors avec de l'armement qui date de la Première Guerre mondiale, très peu de mitrailleuses. Donc il y a par rapport aux Allemands un différentiel de force totalement différent au niveau de l'armement. Donc là nous avons une photo du maquis, donc c'est en septembre 1943, ils ne se prenaient pas en photo pendant les combats. Vous imaginez si les Allemands tombaient dessus, qu'ils étaient faits prisonniers, on pouvait facilement identifier les autres. Donc la plupart des photos que vous avez, c'est des reconstitutions. Donc le 9 juin, c'est la mobilisation. Chaban est confiant, les chefs du maquis aussi, et puis il y a cette annonce à la BBC, le chamois des Alpes bondit. Donc ça veut dire c'est bon, c'est la mobilisation. Donc tout le monde va se mettre à monter de Grenoble au maquis. Le tramway de Sassenage connaît une effervescence. Il n'y a jamais eu autant de monde qui est descendu, donc place de la gare. Les Allemands sont là. Les Allemands, ils occupent Sassenage, ils sont à l'hôtel Fort depuis la mi-juin, au moment où ils ont arrêté les Reverdy. Donc ils les voient monter, et ils les laissent monter. Ils les laissent monter pour voir ce qui va se passer, et donc la suite, c'est le 13 juin. Le 13 juin, donc une première attaque allemande par Saint-Nizier, donc c'est le ventre mou du Vercors. La ligne de front, elle fait 3 km. La résistance, elle va mobiliser jusqu'à 1000 personnes. Ils sont 3 à 4000. Vous voyez le poids de l'effectif qu'il faut consacrer à cette ligne de défense. Et la question, c'est, est-ce que Saint-Nizier ne serait pas un leurre? Parce que pendant qu'on attaque et qu'on se mobilise sur Saint-Nizier, on peut passer par les autres portes. Donc en fait, sur les 200 et quelques kilomètres restants dans le Vercors, vous avez à peu près 2000 combattants plus ou moins bien équipés. Les Allemands, heureusement, attaquent juste Saint-Nizier. Ils font un test le premier jour. La résistance est assez forte. Le 14, ils redescendent. Et puis, ils commencent à tirer une quarantaine d'obus. C'est la prélude à la seconde bataille du 15 juin. Et là, le 15 juin, ils reviennent avec un effectif qui est à peu près 10 fois supérieur à ce que les résistants ont pu aligner. La bataille commence à 5h du matin. À 9h, le chef militaire Huette sonne le repli parce qu'il ne veut absolument pas que les troupes soient encerclées, et puis il a totalement confiance que cette zone est absolument indéfendable. Les Allemands ne sont pas passés par le tunnel de Sassenage, car la veille, le 14, un avion a parcouru Sassenage pour faire des repérages, et il voit bien que potentiellement le passage par Sassenage va être une difficulté. Donc nous n'avons pas eu sur le territoire de la commune de combat, parce qu'ils se sont abstenus de passer. Heureusement, parce qu'effectivement ils auraient été facilement pris à revers, et donc l'ensemble des combattants auraient été pris assez rapidement. Donc les combats ont été assez courts. Ils se replient donc sur le sud Vercors, et ils se replient également sur la zone d'Autran. Donc les Allemands en fait n'occupent pas toute cette zone. Leur objectif, en fait, c'était d'évaluer la force du maquis, et puis surtout de déloger tous ceux qui étaient sur la zone de Saint-Dizier et de Lens, qui pouvaient donc menacer très rapidement leurs troupes et la voie de communication qui passe par Grenoble. Donc, les deux objectifs en juin, c'était tester et déloger. Donc le maquis se replie sur Autran parce que c'est une zone de largage, donc il faut absolument conserver cette zone, parce que la seconde zone de repli, la deuxième ligne de défense, c'est le sud Vercors. Et là, c'est quand même assez éloigné de Grenoble, il y a quand même une difficulté à voir les mouvements de troupes allemandes. Donc la première attaque, effectivement, fait quelques victimes sur Sassenage. Donc bien souvent, c'est les jeunes qui venaient juste de monter et qui n'avaient absolument aucune expérience des combats, qui avaient donc un armement assez rudimentaire et qui ne faisaient pas le poids face aux Allemands qui, le second jour, ont
placé très habilement un poste au niveau des 3 pucelles, donc en hauteur, donc une mitrailleuse qui était carrément dans l'alignement de la ligne de défense. Et puis ils vont placer donc une seconde mitrailleuse qui se situe sur les hauteurs de Charmey et qui prend également donc toute la ligne de défense de pied. Donc effectivement, pour les résistants, c'est absolument intenable. Et puis quand on analyse après coup donc cette première bataille, on voit qu'il y a trop peu de préparation et que ça pouvait que finir dans un bain de sang. 16 juin, donc, le lendemain, Louis Reverdy est arrêté. Les Allemands s'installent à Belfort. Et puis début juillet, il y a une rafle sur Sassenage. Il y a une rafle parce que le soir, il manque un soldat. Tous les soirs, les Allemands, ils sont très disciplinés, ils les comptent. Et puis là, manque de bol, il en manque un. En fait, c'était un relais de force, un Polonais, qui a été retrouvé un peu ivre dans une ferme un peu à l'écart de Sassenage. Et les Allemands en ont connaissance que donc, à la fin de la journée. Donc il y a une cinquantaine de personnes qui a raflé. Une partie ira à la Gestapo et puis finalement tout le monde sera relâché puisque le fameux soldat sera retrouvé. Mais effectivement la menace est présente. Le 3 juillet 1944, donc allez, 2 semaines après le massacre de Saint-Nizier, donc la commune est complètement rasée. J'ai oublié de vous préciser un fait un peu macabre, donc il y a eu 16 victimes. Les cercueils sont dans l'église de Saint-Nizier, recouverts du drapeau tricolore. Les Allemands passent, ils donc, jettent en fait les corps dans un brasier, dans une maison incendiée. Il faut juste savoir qu'il y avait la 157e division sur Grenoble, mais ensuite il y a eu des supplétifs, si je puis dire, qui sont venus. Donc il y a des miliciens, et puis il y a des unités qui viennent du front de l'Est, d'Ukraine, comme quoi l'actualité résonne encore. Et donc toutes les horreurs qu'ils ont commises donc, sur le front de l'Est, eh bien, ils vont venir les commettre ici. Puisque quand je collectais quelques témoignages, les anciens me parlaient de Mongols. Alors je ne comprenais pas trop. Et en fait, c'est des personnages qui en fait ne sont pas des Allemands, mais qui sont dans ces unités assez violentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a recours à eux. Et qui vont commettre donc, les atrocités donc, sur Vercors et puis un peu plus tard sur Oradour, sur Glane. Donc 15 jours après, c'est un vent d'euphorie qui se répand sur le Vercors. La République est proclamée. Donc on a un espace de liberté en plein milieu de la zone occupée. Il y a un panneau qui est installé dans le sud du Vercors. Ici commence le pays de la liberté. Les affiches qui s'adressent à la population, donc le 3 juillet, la République est officiellement restaurée, ce qui veut dire qu'il y a une administration communale, il y a un défilé, c'est pavoisé, donc l'État, donc le régime de Vichy et toutes ses lois donc, sont déchues, et donc on revient sur le système de la Troisième République avec les lois républicaines. Les combattants commencent à se positionner sur les routes des Grands Boulets, avec quelques armes, des mitrailleuses, puisqu'entre-temps il y a eu un parachutage d'un commando, le commando Justine, qui est venu donc 15 à 20 personnes. Ce sont des instructeurs qui viennent donc les former à utiliser de l'armement un peu plus lourd, des bazookas, mais qui seront livrés en très faible quantité. Donc en réaction à tout ça, les Allemands décident de s'intéresser un peu plus au Vercors, et donc il y a l'opération Bettina qui va être mise en place. Alors l'opération Bettina ne concerne pas que le Vercors, mais tout un ensemble de maquis. Le 13 juillet, en fait, donc les chefs de la résistance attendent impatiemment le second débarquement, puisque dans leur esprit, il y a le débarquement en Normandie, mais il doit également avoir le débarquement en Provence. Et s'il y a débarquement en Provence, il y a mobilisation du Vercors, et s'il y a mobilisation du Vercors, il y a le parachutage d'armement et surtout des troupes tant attendues. Donc le 13 juillet, il y a une réunion, Chalon apprend que le débarquement en Provence est reporté, et donc là il commence à prendre peur, est-ce qu'on ne va pas nous lâcher? Le 14 juillet, il y a un immense parachutage qui vient contredire un peu sa croyance,
pas très discret. Les Allemands s'en aperçoivent immédiatement et interviennent de suite. Le 21 juillet, l'opération Bettina est déclenchée. L'objectif est très simple, il faut nettoyer le Vercors, il faut éradiquer le maquis. Les troupes en présence, elles sont disproportionnées, donc les Allemands vont mobiliser jusqu'à 15, peut-être un peu plus, 1000 hommes, 15 000 hommes, donc c'est considérable. C'est la plus grosse opération qui a jamais eu lieu contre un maquis. 15 000 hommes, c'est considérable. C'est également autant en moins en Normandie. Donc on est dans cette situation où le débarquement en Normandie, donc l'avancée piétine un peu. Tous les moyens sont donc mobilisés sur la Normandie et le débarquement en Provence est sans cesse reporté. Et donc on se retrouve dans cette situation où le Vercors est mobilisé dès début juin. Malheureusement, il faut tenir. Il faut tenir parce que les troupes ne vont pas arriver et on se retrouve dans le schéma que craignait le général de Lestrin, en l'occurrence l'immobilisation du maquis, alors même que son utilité n'est pas utilisée. Là, vous voyez un peu mieux donc, la carte de la guerre avec le débarquement donc, en Sicile et bien plus tard, donc, en août 1944, le débarquement dans le sud. Et effectivement, le débarquement se passe bien, donc il n'y a pas besoin d'utiliser et de mobiliser le Vercors. Donc malheureusement, le Vercors s'est mobilisé bien trop et puis effectivement, ils n'ont pas pu tenir. Là, vous avez la carte et puis donc, le document que je vous ai donné, vous avez donc les 4 attaques. Donc les Allemands attaquent par Villardin et Pas de la Sambule. Ils attaquent par donc, tous les sentiers. C'est les chasseurs alpins allemands. Et puis vous avez toutes les attaques qui viennent du côté donc, de la vallée de Valence. Et puis également par le col du Rousset. L'attaque la plus spectaculaire, c'est celle qui est aéroportée. Donc ce jour-là, pensant que les Américains arrivent, c'est la grosse surprise puisque c'est les planeurs allemands. Et l'assaut, il est donc donné par les unités les plus violentes. Donc les personnes qui vont sauter, les soldats qui vont sauter sur Vassieux, ils sont lourdement armés, donc ils ont une puissance de feu qui est sans rapport avec celle des résistants. Et en très peu de temps, ils vont se rendre maîtres de Vassieux. Et, ils vont donc commettre des exactions contre la population et ils vont les pourchasser. C'est-à-dire que les gens vont commencer à fuir dans la forêt, vont aller dans les grottes et ils vont être pourchassés. Les Allemands donc, vont balancer des grenades dans toutes les grottes, ça va être un carnage. Et puis il y a l'attaque par Coronçon, avec l'attaque sur Valchevrière, dont aujourd'hui il ne reste que les ruines pour témoigner de l'horreur de ce qui s'est passé. Donc les unités les plus dures vont continuer leur macabre œuvre sur Tulle, donc les pendus de Tulle, sur Adour, sur Glane. La commune de Vassieux est complètement détruite, à quasiment 95-97%, comme la chapelle en Vercors. Dans la débâcle, c'est la fuite. Donc les habitants fuient dans les grottes, mais les combattants aussi. Et ils sont pourchassés. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher, de rester quasiment couchés dans la forêt, puisque les Allemands font des battues. Ils vont se remettre des quelques sources d'eau qu'il y a dans le Vercors, donc ils se retrouvent complètement assoiffés, ils n'ont plus de nourriture. Certains décident de quitter le massif. On a le groupe de Jean Prévost, qui décide de quitter le massif. Ils sont plusieurs. Ils se séparent au niveau de Villardande. Donc vous avez les Hamelins, pour ceux qui vont se promener au-dessus de Villardande, au-dessus des Clovettes, vous avez la grand souvenir, puisque cette jeune fille est morte avec un de ses compagnons. Il y en a qu'un qui aura la vie sauve, c'est Simon Laurent, l'historien, qui lui va rejoindre ses parents à Méaudre. Et puis ceux qui ont décidé de passer par Sassenage, en l'occurrence Jean Prévost, André-Julien Dubreuil, Charles Loisel, Jean Véra, Alfred Désert, eh bien ils vont tomber
sur un groupe d'Allemands à 7 h du matin, au-dessus de cette église, au lieu dit de Pont-Charmé. Ils sont arrêtés et puis ils sont assassinés sur place. Ils sont abattus, les corps jetés dans le furon. Il faudra donc plusieurs jours d'avoir l'autorisation d'aller récupérer les terroristes, parce que les Allemands ne les considéraient pas comme des soldats, et donc ils empêchaient toute sépulture. Il faudra des négociations assez intenses pour récupérer plusieurs jours après les corps dans le furon. Là, c'est la photo de l'enterrement dans le cimetière du Bourg, donc tout le village est réuni. Donc on est début août, les Allemands sont encore présents dans la zone, ils ne quitteront le Vercors que vers le 11 août, et donc ils quitteront la zone de Grenoble-Sassenage dans l'après-midi du 21 août. Donc là, vous avez une photo représentant Jacqueline Groll et puis sa cousine Gabrielle Lacarrière avec les Américains qui sont arrivés sur Sassenage. La photo a été prise sur la grande terrasse de la propriété La Convigne. Les troupes allemandes, les troupes américaines remontent sans difficulté jusqu'à Grenoble. Donc le Vercors aura servi à immobiliser 15 000 hommes sur cette zone, mais n'aura pas joué son rôle dans le cadre du débarquement en Provence. Là, vous avez toute une série de photos prises à l'occasion de la libération. Donc, des photos qui concernent l'armée américaine, et puis vous avez donc tous les résistants qui paradent sur Grenoble. Donc là, une photo assez proche de la place Victor Hugo. Et puis surtout, il s'agit d'aller prendre possession des lieux de pouvoir. Donc là, vous avez les groupes francs, donc là le groupe Jean, qui se rend sur la préfecture, et donc le tout premier préfet de la Libération, ce sera Albert Régnier, qui est un résistant. Voilà, les photos sur le rond-point Hubert du Bedou, donc la porte de France, donc c'est la liesse. Une autre phase de la libération, donc les femmes tendues. J'ai sali la patrie et ma famille avec les Boches. Et donc cette femme fera le tour de la commune de la Côte-Saint-André avec cette pancarte. Il y a d'autres photos que je ne vous ai pas mis, mais elle est complètement dénudée. Des arrestations de collaborateurs, donc c'est une période où les règlements de compte vont commencer. Défilé des résistants en tenue. Et puis Sassenage, dans l'après-midi du 21 août 1944, place de la Gare, la population est réunie autour du monument aux morts. Et puis les responsables y pour toujours, puisqu'il n'y en a aucun d'entre eux qui n'ira au procès de Nuremberg. Les résistants auront un lieu, la nécropole de Saint-Nizier. Jean Prévost ainsi que les autres sont enterrés là-haut, excepté quelques familles qui n'ont pas souhaité. Donc au cimetière du Bourg, vous avez encore quelques jeunes qui ont leur sépulture. Et puis Pierre Dalloz a fait construire le monument de Pont-Charmé, en souvenir de Jean Prévost et des maquisards, et des quelques Sassenageois qui ont laissé leur vie à Saint-Nizier. Voilà. Passant, arrête-toi. Donc c'est une invitation à tous les randonneurs qui montent au Vercors de se rappeler qu'à cet endroit-là, il y a 81 ans, il y a donc des personnes qui sont mortes pour conserver les valeurs démocratiques et la liberté. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'en ai fini, et puis je peux vous donner la parole si vous souhaitez. J'ai pas regardé l'heure qu'il était, j'ai oublié ma montre. C'est bon. J'ai pas lu les notes parce que je pense qu'on en aurait été jusqu'à 21h. Dans la salle, je pense qu'il y a quelques personnes dont les familles étaient peut-être. Si vous souhaitez apporter un commentaire particulier
particulier parce que j'ai pas parlé de tous les Sasnageois, je me suis cantonné aux personnages les plus connus. Non, il n'y a personne qui veut... Jean-Julien veut peut-être dire quelque chose sur Jean Prévost? Non, je crois que tu as dit. Ouais, j'ai été très rapide sur Jean Prévost, peut-être trop. Et après on déborde. Oui. Stéphane, excuse mon ignorance, mais les Américains, ils venaient en 1944, ils venaient d'où? Ils venaient du débarquement de Normandie ou du débarquement en Provence? Ah oui, bah en fait, ils venaient du sud. Tout à fait, tout à fait. Ils sont venus très rapidement. Il n'y a plus d'opposition quasiment, donc la montée sur le 15 août, c'est le débarquement en Provence. Le 21, les Allemands ont quitté Sassenage. La photo que je vous ai fait voir, là, il y a une anecdote. Alors dans la salle, il y a peut-être plus de témoins, mais mince. Là, la photo qui est prise, en fait, c'est dans l'après-midi du 21, les Allemands, donc, ils sont déjà partis. Et puis au moment où ils se rassemblent, il y a une explosion qui retentit. Et puis tout d'un coup, il y a un motocycliste allemand qui est rapide. Donc naturellement, la foule se disperse très rapidement, puisqu'ils ont brusquement peur de ce qui va se passer. Et en fait, c'est le pont de Fontaine qui est explosé. Donc il y avait des Allemands qui restaient après le départ des troupes pour saboter les voies de communication. Donc ils ont eu une dernière frayeur avant de fêter la libération. Alors j'en ai pas parlé, on a vu une photo de Grenoble, donc c'est des scènes qui situent l'arrestation des collaborateurs, c'est vers le cinéma Chalon, il y avait la prison à cet endroit-là. Sur notre commune, il y a eu également des personnes qui étaient de l'autre côté. C'est arrivé dans une famille d'ailleurs, de jeunes frères, l'un prend le maquis et puis l'autre travaille plutôt dans la collaboration. Donc sur notre commune, on n'a pas eu de règlement de compte parce que la résistance avait bien identifié tous ces personnages, mais pour éviter que le malheur ne s'abatte sur le village, ils avaient décidé de ne pas neutraliser tous ces personnages qui manifestement avaient dénoncé personne sur la commune. Donc il y avait peut-être un compromis entre eux, et puis la libération, il n'y a pas eu de règlement de compte. Par contre, le mouton noir, il a dû quitter le village. Oui, je voudrais faire de la pub. On a un copain jeune, il a 34 ans, il travaille énormément sur le Vercors et il vient de réaliser un travail qui est en ligne sur les combats de Saint-Nizier, le 13 juin Saint-Nizier. Donc je pense qu'on y a accès en faisant combat de Saint-Nizier. Il s'appelle Paul Castel et c'est, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est remarquable. Et un deuxième travail, on ne sait pas, ou on sait très peu, qu'il y avait 53 soldats sénégalais en Vercors, maquisards sénégalais, et quelqu'un qui s'appelle André Buisson vient de faire un livre sur les Sénégalais qui est remarquable. J'ai fini la pub. Non, mais merci de toutes ces précisions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font des recherches qui, malheureusement, parfois sont un peu confidentielles, mais peuvent être très intéressantes. Alors effectivement, André Buisson, d'ailleurs ça serait intéressant qu'on le fasse intervenir, il a fait des recherches sur le crash de l'avion d'Autran, là on a vu quelques images tout à l'heure, des recherches assez fouillées. Donc au cimetière d'Autran, en fait, il y a les sépultures qui sont entretenues par alors c'était des Canadiens, des Anglais, je crois. Beaucoup de Canadiens et Anglais. Voilà, donc il y a le carré militaire au cimetière d'Autran. Autran, à vol d'oiseau, c'est pas très loin de Sassenage, donc ça peut nous intéresser. Et puis également, il a fait des recherches sur les fameux Sénégalais qui, en juillet 1944, ils paradent, parce qu'en fait, les résistants sont allés les chercher, ils étaient donc prisonniers dans la région de Lyon, je crois, et donc ils ont besoin de troupes, on va se servir tout simplement, donc ils les ont fait évader. Donc c'est aussi des récits très intéressants qui sortent un peu de l'ordinaire, parce qu'on a souvent des récits un peu redondants.
Donc les personnes qui, après le 6 juin ou au début de l'année 44, ont rejoint le maquis. Dans le maquis, effectivement, dans les camps, c'est souvent donc l'entretien physique et puis la recherche de nourriture. Donc ils n'ont pas forcément énormément de choses à raconter. Les personnages qui ont des parcours atypiques, comme Pierre Dalloz, il y en a peu. Donc toutes ces histoires qui sortent actuellement, effectivement, c'est intéressant d'en faire la promotion, et puis pourquoi pas de futures conférences, peut-être ici. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Oui. Avant de faire aussi un peu de publicité, j'ai juste précisé des choses sur l'avion. Les tombes sont bien dans le cimetière d'Autran, c'est la propriété du Commonwealth, il y a une plaque à l'entrée du cimetière. La commune n'a pas le droit d'y toucher. Chaque fois qu'il y a des travaux, c'est l'association du Commonwealth qui les entretient. Et cet avion, il ne venait pas dans le Vercors. Il passait pour aller dans le Vaucluse. Oui, il n'était pas du tout destiné au Vercors. Il faisait partie des victuailles et des armes qui devaient être livrées dans le Vaucluse. Et je ne sais pas si c'est un accident ou si les gens du Vercors ont essayé de le faire atterrir là et qu'il s'est planté. En tout cas, il n'était pas destiné du tout à ravitailler le Vercors. Alors j'ai dit que j'allais faire la réclame, oui, pour deux choses. Les commémorations du Vercors isérois vont commencer le 7 mai. Ça commence à Autran. À 16h, il y aura une manifestation dans la salle polyvalente. Et à 17h, il y aura l'inauguration du nouveau nom de l'école, qui pour le moment n'a pas de nom, l'école d'Autran, et elle va s'appeler Marc Serratrice. Et puis deuxième réclame, le 25 mai, il y aura l'inauguration officielle, parce qu'elle est déjà finie, de la fameuse cabane Carto, le camp 44. Donc ils ont localisé des bénévoles d'une association autranaise, ont localisé le lieu il y a une dizaine d'années, et l'été dernier, toute une équipe de bénévoles avec des matériaux récupérés ont reconstruit à l'identique la cabane. Il y a un panneau, il y a c'est très près des débris de l'avion. Hein. D'ailleurs, c'est pas qu'une plaque, il y a bien les débris de l'avion toujours. Voilà, donc c'est pas loin. Et l'inauguration aura lieu le 25 mai au matin, avec un départ, une espèce de randonnée qui partira, alors je ne sais plus où ça doit partir, de Gève, c'est ça? Oui, du refuge de Gève, pour aller rejoindre la cabane. Merci pour ces précisions. D'autres personnes qui ont à signaler des événements? C'est pas pour signaler les événements, c'est pas pour signaler les événements, c'est une question. Comment les chasseurs alpins allemands avaient une telle connaissance de la topographie, des chemins et des points d'eau? Alors, l'opération, en fait, elle a été préparée longtemps avant sur les maquis, mais il ne s'intéresse donc au Vercors qu'à partir du moment où il y a ce parachutage, et puis il y a la montée. Le 9 juin, en fait, les Allemands ils commencent à prendre peur, parce qu'ils avaient évalué 300-400 personnes. Pour eux, ça ne nécessitait pas de mobiliser autant d'hommes. Mais cet afflux massif, ça inquiète tout le monde. Les Allemands, et puis les chefs de la résistance, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas les armer, qu'ils ne peuvent pas les entretenir, et qu'on ne peut pas les faire rentrer chez eux, parce qu'ils sont montés de par eux-mêmes, donc personne ne les a obligés. Et puis une fois qu'ils sont montés, ils sont un peu grillés. Donc je vais dire sur les derniers moments, mais l'opération Bettina, elle est peut-être dans les cartons, mais en tout cas, il la déclenche après l'afflux massif dans le Vercors. Alors après, les Allemands étaient très bien renseignés. Dès le début, ils ont su qu'il y avait des camps, parce qu'il y avait des dénonciations. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les miliciens, on en parle peu, mais c'est des personnages qui sont des supplétifs indispensables. Les Allemands, ils n'ont pas la connaissance du terrain. Donc tu poses la question comment ils ont su, tout simplement parce que parmi les personnes comme à Saint-Dizier, j'en ai pas parlé, mais les infiltrés pendant toute la nuit, c'est des miliciens qui s'infiltrent. Donc les résistants se retrouvent avec des personnages en face d'eux, avec des brassards à la résistance, et c'est pas leurs collègues, c'est des miliciens. Donc il y a le rôle de ces personnages pour renseigner. Après, les Allemands avaient des troupes de chasseurs alpins, donc ils pouvaient également se fournir des cartes. Et puis ils avaient la connaissance que le Vercors est un massif calcaire avec très peu de sources.
Donc il y a vite fait d'en faire l'inventaire. Seulement, ils ne savaient pas où était le QG. Ils ne connaissaient pas l'emplacement du QG. Non, le QG de Saint-Martin, ils ne connaissaient pas, ils étaient persuadés que c'était Massieu avec la piste d'atterrissage. C'était un point de renseignement important, mais c'est Oui. un bon point. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont eu chaud à Saint-Julien, à Saint-Martin, c'est les seuls villages qui n'ont pas été dévastés. Voilà. Bon, après, effectivement, le renseignement allemand avait quelques défauts, mais de par les miliciens et les Français qui collaboraient, ils avaient quand même beaucoup d'informations. Est-ce que quelqu'un saurait qui a fait sauter le pont Charvet? Le pont Charvet, le tunnel, tu veux dire? Non, le pont Charvet, il a sauté. Je tiens le renseignement d'une dame qui, j'espère qu'elle est toujours en vie, c'est Madame Deveau. Ah, Madame Deveau m'a dit que le pont Charvet avait sauté. Et effectivement, entre les photos du vieux pont oui, il a été refait. et maintenant le pont est un tablier en béton. Qui a fait sauter? La Résistance ou les Allemands? Alors pour le tunnel, je peux te dire, mais alors le pont Charvet, je ne sais pas. Alors ça va. Alors après, est-ce qu'il est là, M. Materon? Non, je ne le vois pas. Parce que j'ai retrouvé par hasard justement la boîte aux lettres de la fameuse Madame Deveau. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Mais en tout cas, c'est elle qui, son témoignage a été collecté par le fils de Jean Prévost, il y a peut-être une quinzaine d'années. Et effectivement, on pourrait aller toquer à sa porte si elle est encore vivante pour avoir la réponse. Non. Bon, ça restera un mystère. Je vais donner la parole à Sylvie et à Monsieur le maire, qui nous fait l'honneur d'être là, parce que Sassenage va continuer à parler de la résistance. Tout à fait, merci Françoise. Donc la commune de Sassenage souhaite effectivement commémorer ses 80 ans, la libération de Sassenage. Et du coup, nous avons décidé de transformer la salle Henriette Groll en musée de la résistance. Donc ça va démarrer le vendredi 23 août pour une inauguration officielle. À ce moment-là, il y aura également l'inauguration de la plaque Louis Reverdy qui sera installée dans la salle Henriette Groll. Nous aurons l'honneur d'avoir les petits-fils de Louis Reverdy également, donc ce 23 août. Les festivités vont se continuer, donc pendant 15 jours jusqu'au 5 septembre, vous pourrez venir visiter le musée de la Résistance à Sassenage. Voilà. Ensuite, vous avez une lecture sur le parvis de la mairie le jeudi 28 août, une conférence délivrée par une personne en charge du mémorial Avation-Vercors qui descendra à la salle Pyramide de Sassenage pour une conférence sur la résistance. Et le samedi 30 août, au soir, en soirée, vous aurez donc un bal musette en faveur de la libération. Voilà un petit peu le programme des festivités que je vous donne en avant-première, que la ville vous communiquera plus en détail bientôt. Voilà, merci. Et donc vous serez les bienvenus pour tous ces événements. Oui, je vais juste dire deux mots, bonjour à tous. Effectivement, ça nous paraît très important de pouvoir fêter, entre guillemets, la libération et les 80 ans de cette libération. J'étais ce matin, du reste, à une commémoration sur les camps de concentration. Donc c'est une commémoration qu'on fait tous les ans, bien sûr, mais entre les 6 communes de la rive gauche du Drac. Donc cette année, c'était à Cessiné, avec notamment la FNACIA qui est présente ici. Voilà, c'est important, c'est un événement qu'on travaille depuis au moins une bonne année, facilement. Il y aura plein de choses intéressantes et c'est vrai que quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, et malheureusement il est important qu'on travaille ce devoir en mémoire parce que il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Donc voilà, on fait ça, on vous attend en tout cas nombreux, faites passer l'information pour que tout le monde puisse venir s'informer et puis commémorer, en tout cas avec un moment un petit peu plus festif avec le bal. Voilà. Merci. Eh bien, merci à tous. Et puis, bon, Stéphane, il est là, si vous voulez continuer à discuter. Il y a Sylvie,
il y a le maire, il y a tout le monde. Vous pouvez en profiter pendant qu'ils sont là. Alors, juste pour vous dire, j'avais fait circuler un cahier là, pour ceux qui souhaitaient être informés des conférences. Ah, il est là-bas. Je vous enverrai les informations pour les manifestations de conférences sur votre rang. Merci, bonne soirée à vous.